Le plan incliné de Galilée. Théorie et expérience. Galilée a commencé à étudier la chute libre verticale des corps dès 1597 à l'âge de 33 ans. À l'époque, la théorie d'Aristote indiquait que si l'on fait tomber deux boules de masse différentes, la boule la plus lourde arrive la première au sol. La légende dit que Galilée a lâché une boule de fer et une boule de bois depuis le sommet de la tour penchée de Pise et a montré que les deux boules arrivaient en même temps au sol. En réalité, pour déduire cette propriété, il a suivi un raisonnement très judicieux. Il a appliqué la théorie d'Aristote à une grosse boule A liée à une petite boule B. L'ensemble A plus B étant plus lourd que A, il devrait arriver au sol en premier. Il a aussi considéré que la petite boule B, plus légère que A, descend moins vite et par conséquent freine l'ensemble A plus B qui arrive au sol après la boule A. Galilée a indiqué que la seule façon de lever cette incohérence est de considérer que les deux boules A et B se déplacent avec la même vitesse. Bien sûr, cette propriété n'est pas observée si l'on compare la chute libre d'une bille de plomb avec celle d'une plume, car dans ce cas, c'est le frottement de l'air qui ralentit la chute de la plume. Sous vide, il n'y a pas de frottement et la boule et la plume chutent de la même façon. À l'époque de Galilée, la chute libre verticale d'un corps, une boule par exemple, est très difficile à étudier, car la chute est très rapide et la vitesse instantanée de la boule impossible à mesurer avec les méthodes alors disponibles. Les chronomètres n'existaient pas et les horloges étaient très rudimentaires. Galilée a surmonté cette difficulté en ralentissant la chute. Plutôt que de lâcher verticalement une boule, il la faisait rouler sur un plan incliné, et il a remplacé la mesure de la vitesse par une quantité bien plus facile à mesurer, la distance parcourue par la boule en fonction du temps. Le plan incliné qu'il a utilisé se trouve au musée Galilée à Florence. Pour mesurer le temps, il a utilisé de petites clochettes placées en des endroits du plan incliné tels que les tintements provoqués par le passage de la boule soient réguliers. Et il a montré que c'était le cas lorsque les clochettes sont placées à des distances qui suivent la progression 1, 4, 9, 16, 25, soit 1, 2, 3, 4 et 5 au carré. Cela signifie que la boule met le même temps pour parcourir des distances une fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois et 9 fois plus grandes. Grâce à cette expérience originale, Galilée avait identifié la loi des distances en fonction du carré du temps, d égale kt au carré, k étant une constante. Et il avait ainsi découvert le mouvement rectiligne uniformément accéléré, encore appelé MRUA, et il pouvait étendre cette propriété à la chute libre verticale des corps. Dans cette vidéo, le plan incliné de Galilée est considéré sous deux aspects, un aspect théorique et un aspect expérimental. Pour l'aspect théorique, deux théories sont adaptées. Une théorie basée sur la deuxième loi de Newton, qui sera examinée dans cette vidéo, et une théorie basée sur les énergies potentielles, cinétiques et mécaniques, qui sera examinée dans une future vidéo. Pour l'aspect expérimental, des expériences illustrant les résultats théoriques sont réalisées avec des moyens simples et disponibles et des logiciels grand public. Considérons un plan incliné de longueur petit l. Son inclinaison peut être caractérisée par l'angle d'inclinaison θ ou par la hauteur h. θ et h sont liés par la relation sinus θ égale h sur l. Sur ce plan incliné roule sans glissement une sphère homogène de masse petit m, de rayon grand R
et de centre grand O. Pour simplifier les calculs, on considère que toute la masse m de la sphère est concentrée en un point imaginaire unique appelé centre de masse Cm. Comme la sphère est soumise à un champ de pesanteur uniforme, le centre de masse Cm est confondu avec le centre de gravité et se trouve au centre de la sphère grand O. À un instant donné, la sphère présente un seul point de contact, grand A, avec le plan incliné. Pour décrire commodément le mouvement de la sphère, considérons un système d'axes orthonormés x ou y, avec l'axe des abscisses x parallèle au plan incliné et dirigé vers la droite, et l'axe des ordonnées y perpendiculaire au plan incliné et dirigé vers le haut. Le mouvement de la sphère peut être analysé comme une translation du centre de masse Cm couplée à une rotation autour de ce centre de masse. On peut donc interpréter ce mouvement à l'aide de la deuxième loi de Newton en translation et en rotation. Considérons tout d'abord la deuxième loi de Newton en translation. Cette loi indique que la somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération. Quelles sont les forces extérieures qui agissent sur la sphère? Sous l'action de la pesanteur, le centre de masse de la sphère est soumis à une force P égale mg dirigée verticalement vers le bas. Cette force peut être décomposée en deux composantes, Px et Py, selon les axes x et y. Comme l'angle θ se retrouve entre les vecteurs P et Py, on obtient Px est égal à mg sinus θ et Py égale mg cosinus θ. Au point de contact A, le plan incliné soumet la sphère à une force de réaction F indice petit r, perpendiculaire au plan incliné et dirigée selon y. Enfin, toujours au point A, agit une force de frottement F indice petit f, parallèle au plan incliné et dirigée selon -x. Nous pouvons appliquer maintenant la deuxième loi de Newton en translation. Selon x, les forces Px et Ff agissent, soit mg sinus θ moins Ff est égal à la masse multipliée par l'accélération selon x. Selon y, ce sont les forces Py et Fr qui agissent en donnant Fr moins mg cosinus θ est égal à la masse multipliée par l'accélération selon y. Or, l'accélération selon y est nulle, donc Fr moins mg cosinus θ est nul, et finalement, la force de réaction Fr est égale à mg cosinus θ. Considérons maintenant la deuxième loi de Newton en rotation. Cette loi indique que la somme des moments de force extérieure, taux extérieur, est égale au moment d'inertie grand I multiplié par l'accélération angulaire alpha. Qu'est-ce qu'un moment de force? Un moment de force taux traduit l'aptitude d'une force F à faire tourner un système autour d'un point fixe O. Considérons un système rigide ayant un axe de rotation situé au point O. Appliquons, perpendiculairement l'extrémité A d'un bras de levier OA égale R, une force F. Sous l'action de cette force, le système subit une rotation de rayon OA. Le moment de la force taux est égal à RF. Dans le cas général, la force F n'est pas perpendiculaire au bras de levier R. Dans ce cas, on considère la droite d'application de la force AB et on définit un bras de levier perpendiculaire, R perpendiculaire, faisant un angle θ avec le vecteur R. Le moment de la force taux est égal à R perpendiculaire F, soit taux est égal à R sinus θ F. On peut aussi décomposer la force F en une composante F parallèle et une composante F perpendiculaire. La composante F parallèle ne produit aucune rotation.
seule la composante F perpendiculaire à J et le moment de force τ est égal à RF perpendiculaire, soit τ égale RF sinus θ. On retrouve la même formule que précédemment. Le moment de force peut aussi être caractérisé par le produit vectoriel τ est égal à R vectoriel F. Le vecteur τ est perpendiculaire au vecteur R et F, sa norme vaut RF sinus θ et sa direction est obtenue à l'aide de la règle du tire-bouchon. Dans le cas présent, trois forces interviennent. La force P égale mg liée à la pesanteur, la force de réaction Fr et la force de frottement Ff. La force P ne produit pas de moment de force car son origine est située au centre de rotation O. De même, la force de réaction Fr ne produit pas de moment de force car ce vecteur passe par le centre de rotation O. Seule la force de frottement Ff produit un moment de force de bras de levier OA égale R et de valeur τ égale R vectoriel Ff. On peut encore écrire de façon non vectorielle τ est égal à RFF sinus θ. Comme R et Ff sont perpendiculaires, sinus θ est égal à 1 et finalement τ est égal à RFF. Remarquons que c'est cette force de frottement qui fait rouler la bille sur le plan incliné. Si cette force de frottement était nulle, la bille subirait simplement un glissement sans rotation. Considérons maintenant le moment d'inertie grand I. Le moment d'inertie traduit la résistance qu'oppose un corps à sa mise en rotation. Pour une sphère pleine, I égale 2/5 de mR2. Et pour une sphère creuse, I égale 2/3 de mR2, M étant la masse en kg et R le rayon en mètres. En toute rigueur, la formule I égale 2/3 de mR2 n'est valable que pour une sphère creuse d'épaisseur négligeable, car elle implique que toute la masse de la sphère se trouve à sa surface. Dans le cas d'une sphère creuse épaisse, il faut considérer la formule suivante, avec grand R son rayon extérieur et petit r son rayon intérieur. Dans tous les cas, la sphère creuse a un moment d'inertie plus important que la sphère pleine. Passons à la description de l'accélération angulaire alpha. Considérons une rotation d'angle Δθ qui se produit durant le temps ΔT. Le centre de masse Cm se déplace d'une distance petit d égale à l'arc de cercle AB, soit petit d égale R Δθ. La vitesse de déplacement correspondante est V égale d sur ΔT, soit R Δθ sur ΔT. Or, Δθ sur ΔT est la vitesse angulaire oméga. Donc V égale R oméga. L'accélération est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, soit A égale dv sur dt, égale R d oméga sur dt. d oméga sur dt est l'accélération angulaire alpha. Donc A est égal à R alpha. Et finalement, l'accélération angulaire alpha est égale à l'accélération linéaire A divisé par le rayon grand R de la sphère. Nous disposons maintenant de tous les éléments permettant d'appliquer la deuxième loi de Newton en rotation. Le moment de force extérieure τ, le moment d'inertie I et l'accélération angulaire alpha. Dans le cas d'une sphère pleine, on obtient RFF est égal à 2/5 de mR2 multiplié par AX sur R. On peut simplifier en éliminant grand R et obtenir une force de frottement FF égale à 2/5 de MAX. De la même façon, pour une sphère creuse, on obtient une force de frottement égale à 2/3 de MAX. Nous pouvons maintenant combiner l'équation 1, obtenue à partir de la deuxième loi de Newton en translation, avec l'équation 3,
obtenue à partir de la deuxième loi de Newton en rotation. On remplace dans l'équation 1 la force de frottement Ff par sa valeur donnée dans l'équation 3. Dans le cas d'une sphère pleine, on obtient ainsi mg sinus θ moins 2/5 de max égale max. On peut supprimer la masse m et obtenir ainsi ax égale 5/7 de g sinus θ. Comme sinus θ est égal à h sur L, on peut également exprimer ax sous la forme ax égale 5/7 de g h sur L. De la même façon, pour une sphère creuse, on obtient ax égale 3/5 de g sinus θ ou ax égale 3/5 de g h sur L. En conclusion, la deuxième loi de Newton permet de calculer l'accélération petit a de la sphère sur le plan incliné. Cette accélération est une constante, donc le mouvement est rectiligne et uniformément accéléré. L'accélération dépend de l'angle d'inclinaison θ ou de la hauteur h. Elle dépend aussi du moment d'inertie. Par contre, elle ne dépend ni de la masse ni du rayon de la sphère. La connaissance de l'accélération permet de calculer la vitesse v de la sphère. La vitesse v est obtenue par intégration de l'accélération petit a par rapport au temps petit t. On obtient ainsi v égale at plus grand C étant une constante. Pour obtenir la valeur de grand C, on considère les conditions initiales. Au temps t égale 0, la vitesse est nulle, donc la constante grand C est nulle. Et finalement, v est égal à at. Ce qui conduit à ces valeurs dans le cas des sphères pleines et creuses. On constate que la vitesse varie de façon linéaire avec le temps, en accord avec un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On peut également calculer la distance parcourue petit d à partir de la vitesse petit v. Cette distance est obtenue par intégration de la vitesse v égale à t par rapport au temps petit t. Soit petit d est égal à 1/2 de at2 plus grand C étant une constante. Pour les conditions initiales, au temps t égale 0, la distance parcourue est nulle, donc grand C est égal à 0. Et finalement, petit d est égal à 1/2 de at2. Ce qui conduit aux valeurs suivantes pour les sphères pleines et creuses. La distance parcourue, petit d, varie en fonction du temps au carré. Galilée avait découvert cette propriété en utilisant un plan incliné muni de petites clochettes pour mesurer le temps. Il est aussi utile de considérer la vitesse v non plus en fonction du temps, mais en fonction de la distance parcourue petit d. Pour ce faire, considérons l'équation 1, v égale à t, et 2, d égale 1/2 de at2. De l'équation 2, on tire t2 égale 2d sur a, et donc t égale racine de 2d sur a. Dans l'équation 1, on remplace t par racine de 2d sur a, soit v égale a racine de 2d sur a égale racine de 2ad. On obtient ces valeurs qui, après simplification, conduisent aux équations 2b. Cette vitesse varie de façon linéaire avec le rapport h sur L. Et pour terminer, considérons le cas particulier du calcul de la vitesse finale Vf après le parcours total petit l du plan incliné, donc pour d est égal à petit l. Il suffit de remplacer petit l par petit d dans l'équation 2b qui donne la vitesse en fonction de la distance, soit, après simplification, on obtient les équations de C. On constate que cette vitesse finale ne dépend que de la hauteur h et non pas de la longueur L du plan incliné. Les dessins suivants illustrent cette propriété. Pour ces trois plans inclinés ayant la même hauteur h mais des longueurs différentes, la vitesse finale de la sphère sera identique.
Ce tableau récapitule l'ensemble des résultats obtenus. Pour des raisons de simplicité et surtout de précision, toutes les expériences seront réalisées en considérant les hauteurs h et non pas l'inclinaison θ. Dans ce tableau, seules les relations impliquant h sont présentées. Le dispositif que nous avons utilisé est constitué d'un plan incliné de longueur petit l égale 2 mètres. De petits repères noirs sont placés tous les 10 cm le long de ce plan incliné. Une tige filetée permet de modifier la hauteur petit h, donc l'angle d'inclinaison θ. Expérimentalement, il est beaucoup plus simple et surtout plus précis de mesurer la hauteur h plutôt que l'angle d'inclinaison θ. Toutes les mesures expérimentales seront donc réalisées en considérant uniquement la hauteur h. Cette hauteur h est mesurée à partir d'une altitude de référence située à 0 m, choisie de telle façon que le début du plan incliné se trouve à la hauteur h et la fin du plan incliné se trouve à l'altitude 0. Afin d'obtenir des résultats expérimentaux corrects, deux précautions importantes doivent être prises. La base du plan incliné doit être parfaitement horizontale. En outre, la surface du plan incliné doit être parfaitement plane. En effet, un faible gauchissement ou fléchissement augmente la vitesse des billes selon un effet brachistochrone. Sur ce plan incliné est placé un rail sur lequel on fait rouler des billes pleines ou creuses, en verre ou en fer, de différentes tailles et de différentes masses. Considérons, à titre d'exemple, le cas d'une bille pleine en verre, de masse 22 g et de diamètre 25 mm, ainsi qu'une hauteur h de 20 cm. L'expérience consiste à observer le mouvement de ces billes depuis l'origine située à 0 m à l'aide d'un caméscope enregistrant 100 images par seconde, soit avec un ralenti de 4 fois. Pour mesurer de façon précise le temps petit t mis par la bille pour parcourir la distance petit d entre l'origine à 0 m et chacun des petits repères noirs situés le long du plan incliné, nous avons procédé de la façon suivante. L'enregistrement vidéo est découpé à l'aide d'un logiciel en une série d'images individuelles notées de 0 à n. L'image 0 correspondant au début du mouvement de la bille. Les images individuelles sont ensuite projetées par ordre chronologique et pour chaque passage de la bille devant un repère noir, on note le numéro de l'image correspondante. Sachant qu'une image individuelle correspond à 1 centième de seconde, le temps petit t mis par la bille pour atteindre les différents repères noirs est obtenu en divisant le numéro de l'image correspondante par 100. Le graphe donnant la distance parcourue petit d en fonction du temps petit t est une courbe parabolique de type d égale kt au carré, k étant une constante. Pour une bille pleine et pour une hauteur h de 0,2 m, la théorie décrite précédemment conduit à la relation petit d égale 1/2 AT2 égale 0,35 T2. La courbe théorique correspondante, en rouge, indique un excellent accord avec la courbe expérimentale. Les faibles écarts sont liés au frottement de la bille sur le rail. Pour la théorie, nous avons indiqué qu'à un instant donné, la bille n'a qu'un seul point de contact avec le plan incliné, ce qui n'est pas obligatoirement le cas avec nos conditions expérimentales. Le coefficient petit k de la courbe parabolique expérimentale est donc égal à la moitié de l'accélération petit a. Pour obtenir sa valeur, il suffit de considérer le graphe donnant petit d en fonction de t au carré. On obtient une droite dont la pente est égale à k. La valeur de k s'obtient en considérant le rapport grand A sur grand B. Dans le cas présent, on obtient k égale 0,34 mètres par seconde carré.
ce qui conduit à une valeur expérimentale de l'accélération petit a égale 2k égale 0,68 mètres par seconde carré. La valeur théorique de l'accélération, a égale 5/7 de g h sur L, est légèrement supérieure à l'accélération expérimentale puisqu'elle vaut 0,70 mètres par seconde carré. La connaissance de l'accélération a permet de calculer la vitesse puisque v égale at. C'est le cas sur ce graphe qui représente la vitesse en fonction du temps. La vitesse varie de façon linéaire avec le temps. La droite rouge pointillée représente la valeur théorique de la vitesse. Comme l'indique la théorie, pour une biplane et pour une hauteur h de 0,2 m, v égale at vaut 0,70 t. On peut aussi représenter graphiquement la vitesse petit v, non plus en fonction du temps petit t, mais en fonction de la distance parcourue petit d, grâce à la relation v égale racine de 2ad décrite précédemment. La courbe rouge, théorique correspondante, a pour équation v égale 1,18 racine de d. On peut aussi indiquer ces vitesses directement sur le plan incliné. Voyons maintenant l'effet de la masse m et du rayon r des billes. Pour ce faire, des expériences ont été réalisées dans les mêmes conditions expérimentales avec des biplanes en fer et en verre de différentes masses et de différents diamètres. Ce graphe représente l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus, ainsi que la courbe théorique représentée en pointillé rouge. On constate que les billes en verre ou en fer de différentes masses et différents diamètres ont sensiblement le même comportement. Ce comportement est en accord avec la théorie qui indique que le mouvement des billes ne dépend ni de leur masse ni de leur rayon. Remarquons que la courbe théorique se trouve à gauche des courbes expérimentales, en accord avec le fait que les frottements ralentissent le mouvement des billes. Voyons maintenant l'effet du moment d'inertie grand I. Pour l'observer, nous avons utilisé des billes creuses en fer ayant des diamètres allant de 15 mm à 120 mm. Les courbes, donnant la distance parcourue petit d en fonction du temps petit t, sont groupées, mais elles présentent une plus grande dispersion que les courbes observées avec les billes pleines. Trois causes peuvent expliquer cette dispersion. Les sphères creuses que nous avons utilisées n'étaient pas toutes parfaitement sphériques. Leur diamètre allait de 15 mm à 120 mm. Pour un si large domaine de diamètre, on peut s'attendre à des différences importantes de frottement. Enfin, dans la partie théorique, nous avons considéré que le moment d'inertie I d'une sphère creuse est égal à 2/3 de mr2. Cette relation implique que toute la masse de la sphère est concentrée à sa surface, donc que la sphère a une épaisseur négligeable. Or, nos sphères creuses ont une épaisseur de l'ordre du millimètre, et dans ce cas, il faudrait considérer la formule suivante qui donne le moment d'inertie d'une sphère creuse épaisse. Avec grand R, le rayon extérieur de la sphère creuse
et petit r son rayon intérieur. La courbe théorique, en pointillé rouge, d'équation D égale 0,29 T2, est située à gauche des points expérimentaux et elle est en accord avec ces points. L'effet du moment d'inertie est clairement mis en évidence sur ce graphe qui regroupe les résultats obtenus avec les biplènes et les bicreuses. Les bicreuses, ayant un moment d'inertie plus important que celui des biplènes, se déplacent plus lentement sur le plan incliné. Examinons maintenant l'effet de la hauteur h sur le mouvement d'une bille en verre pleine de diamètre 25 mm et de masse 22 g. Les hauteurs h égales à 10 cm, 15 cm, 20 cm, et 30 cm ont été examinés. L'ensemble des résultats est représenté sur ce graphe qui donne la distance parcourue petit d en fonction du temps petit t. On constate un bon accord avec les courbes théoriques en pointillé rouge, même si on remarque un petit écart, probablement lié au frottement, qui est d'autant plus important que la hauteur h est faible. On peut également considérer le graphe qui donne la distance parcourue petit d en fonction du temps au carré. Comme indiqué précédemment, les droites obtenues permettent de déduire les valeurs suivantes de l'accélération. Les valeurs théoriques correspondantes sont déduites de la relation A égale 3,50 h. On note un doublement des valeurs de l'accélération petit a pour des valeurs doubles de h, par exemple 10 et 20 cm, ou 15 et 30 cm. Si l'on porte les valeurs de l'accélération petit a en fonction de la hauteur petit h, on obtient une droite en accord avec la droite théorique en pointillé qui indique que l'accélération varie de façon linéaire avec la hauteur h. Considérons maintenant la vitesse finale, c'est-à-dire la vitesse de la bille après un parcours complet du plan incliné. Reprenons les 4 expériences précédentes qui ont permis de calculer l'accélération pour h égale 10, 15, 20 et 30 cm. La connaissance de l'accélération permet de calculer, grâce à la relation petit v égale racine de 2ad, les vitesses v en fonction de la distance petit d. Ces vitesses sont indiquées directement sur les plans inclinés correspondants. Intéressons-nous à la vitesse finale de la bille Vf après un parcours complet du plan incliné, donc pour une distance parcourue petit d est égale à L. La théorie indique que cette vitesse finale est égale à racine de 17e de gh, soit 3,74 racine de h. L'application de cette formule aux 4 valeurs de h examinées conduit à des valeurs très proches des valeurs expérimentales. 4 expériences avec les mêmes valeurs de h, mais avec un plan incliné de longueur petit l égale 1 mètre, ont été réalisées. Comme précédemment, les accélérations et les vitesses finales, expérimentales et théoriques, ont été mesurées et calculées. On remarque que les valeurs expérimentales de l'accélération et des vitesses finales sont supérieures aux valeurs théoriques correspondantes pour les hauteurs h égale 15, 20 et 30 cm. Et l'écart est d'autant plus important que la valeur de h est grande. On peut expliquer cette anomalie de la façon suivante. Toutes les valeurs théoriques sont basées sur l'hypothèse que la bille roule sans glissement. Or, pour de fortes valeurs de l'inclinaison du plan incliné, en plus de la rotation, un petit glissement peut se produire et augmenter ainsi l'accélération et les vitesses. En effet, pour un glissement pur sans rotation et sans frottement,
La théorie indique une accélération petit a égale gh sur L, donc supérieure à l'accélération pour une rotation sans glissement qui vaut 5/7 ou 3/5 de gh sur L selon que l'on considère une sphère pleine ou une sphère creuse. Pour comparer les expériences avec les deux plans inclinés de longueur L égale 1 mètre et L égale 2 mètres, nous avons regroupé 2 par 2 les expériences en fonction des 4 hauteurs h examinées. C'est le cas ici pour h égale 10 cm. On constate que pour cette valeur de h, la vitesse finale est identique alors que l'accélération est réduite de moitié lorsque la longueur du plan incliné passe de 1 à 2 mètres. Le même résultat est observé pour h égale 15 cm, 20 cm et 30 cm. Cette constatation non intuitive est en accord avec la théorie qui indique que la vitesse finale ne dépend que de racine de h et non pas de la longueur L du plan incliné. Ce graphe, sur lequel sont placées les vitesses finales en vert pour le plan incliné de longueur L égale 1 mètre et en orange pour le plan incliné de longueur L égale 2 mètres, illustre cette propriété. Les points verts et orange sont quasiment en coïncidence. L'accélération, quant à elle, dépend du rapport h sur L. Ainsi, si l'on représente l'accélération a en fonction de la hauteur h, pour les deux plans inclinés de longueur L égale 1 mètre et L égale 2 mètres, on obtient deux droites qui traduisent un comportement linéaire. La pente de la droite correspondant au plan de longueur L égale 1 mètre est 2 fois plus grande que celle de la droite liée au plan de longueur double L égale 2 mètres. On peut également représenter l'accélération en fonction de h sur L. Les points verts et orange correspondant aux longueurs L égale 1 mètre et L égale 2 mètres sont en accord avec la droite théorique d'équation A égale 3,50 h sur L. En conclusion, l'application de la deuxième loi de Newton au plan incliné de Galilée a permis de calculer une accélération petit a constante, une vitesse v égale at variant de façon linéaire avec le temps, et une distance parcourue petit d égale à 1/2 de at2 variant en fonction du temps au carré. Ce sont des propriétés typiques d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Galilée, qui à son époque ne disposait pas du calcul infinitésimal développé par Newton et Leibniz, n'avait pu mettre en évidence que la distance parcourue en fonction du temps au carré. Il n'avait pas eu accès à la vitesse ni à l'accélération. L'application de la deuxième loi de Newton au plan incliné de Galilée a aussi permis de mettre en évidence un mouvement indépendant de la masse m et du rayon r de la sphère, un effet du moment d'inertie I et un effet non intuitif de la vitesse finale Vf qui ne dépend que de la hauteur h du plan incliné. Les résultats expérimentaux obtenus sont en très bon accord avec la théorie et toutes les prévisions théoriques ont été vérifiées. Une prochaine vidéo sera consacrée à l'interprétation théorique du plan incliné de Galilée à partir des énergies potentielles, cinétiques et mécaniques.